Hi everyone, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. I hope that everybody is well. Welcome to Ayeyo, the podcast. This is the first episode of many. I'm very, very happy as your host and main creator. Why am I saying main creator? Creator of this podcast to, welcome you in this space of conversation. C'est un podcast qui sera pleinement bilingue. Cet épisode, le premier épisode, va être en français. But I promise you that there's going to be other episodes in English, because it's really truly a multilingual podcast. Donc, je commence. Je pense que lorsqu'on écoute un podcast, on veut toujours savoir à qui on parle et qui est la personne qui est derrière la création et la production d'une plateforme média, d'un podcast. Donc, je vais prendre le temps d'expliquer comment Ayeyo a fini par se cristalliser et par naître. Et je vais aussi minimalement me présenter pour que vous ayez une idée très très claire de finalement qui est la personne derrière Ayeyo. Je commencerai par vous expliquer ce que veut dire Ayeyo. Ayeyo veut dire grand-mère en langue somali. Donc, comment dire, les grands-mères ont une place, du moins mes grands-mères ont une place très spéciale dans ma vie, et créer le podcast Ayeyo et le nommer Ayeyo, ce que ça faisait pour moi, c'est que ça renforçait l'intention de mettre de l'avant vraiment l'importance des grands-mères, des personnes plus âgées, des personnes qui ont une certaine expérience et une certaine sagesse qu'on retrouve aussi chez les jeunes personnes. Mais mes grands-mères, je sais, ont vraiment injecté ma vie de beaucoup de sagesse. Et étant une enfant de la diaspora, une jeune femme africaine de la diaspora, disons que les clivages et la distance et l'immigration ont beaucoup forgé mes relations, forgé ou pas forgé, mes relations avec mes grands-mères. Donc il y avait beaucoup de distance à cause des voyages, de l'immigration, du temps qui s'écoule. Et donc voilà, je voulais vraiment rendre hommage à ces femmes qui ont porté ma mère et mon père et ma personne dans leur existence. J'ai la chance d'avoir deux grands-mères, deux Ayeyo, qui sont toujours en vie. Donc, j'ai la chance d'avoir encore ces femmes-là qui marchent avec moi. Et j'espère que vous serez portés par l'esprit, l'intention de ce que Ayeyo cherche à être, c'est-à-dire une plateforme d'échange intergénérationnel, où est-ce que moi-même, je vais venir partager et d'autres personnes vont venir partager. Je serai pas la seule qui viendra sur la plateforme échanger au sujet de différents sujets. C'est sûr que ce sera une plateforme qui centre beaucoup la parole et les expériences des femmes noires ou africaines. On va beaucoup parler aux femmes africaines, aux femmes noires, aux femmes issues de la diaspora. Et je vais beaucoup centrer leurs expériences. Je veux être en conversation avec ces femmes dans la continuité et dans différentes langues, so in English as well, and juste vraiment avancer dans le partage. Et je crois beaucoup en l'éducation populaire, donc c'est ce qui m'a poussée à créer ce podcast. Bien sûr, la déconnexion avec beaucoup de gens pendant la pandémie a fait en sorte que je me suis posé la question à savoir comment est-ce qu'on reste en contact, comment est-ce qu'on partage. Et ce podcast, ça fait très longtemps que je l'ai dans la tête. Et là, je cristallise avec ce premier épisode. J'espère que vous apprécierez. Vraiment, j'espère que vous apprécierez. C'est un podcast qui sera pleinement imparfait, toujours en développement, puis constamment, il y aura des contributions extérieures, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas moi, qui vont venir partager
ce qu'ils savent et ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils pensent. C'est sûr que voilà, la plateforme Ayeyo, moi je ne force pas mes opinions sur les gens. Je vais échanger avec des gens qui des fois n'auront pas les mêmes opinions que moi, mais on va échanger. Il y a rien de, je pense qu'il y a rien que j'aime plus qu'un échange intellectuel avec une personne qui peut-être ne pense pas comme moi. Je pense que c'est très enrichissant. Donc je vais venir, comment dire, on va discuter. Mais quand je serai pas d'accord, clairement, je serai pas d'accord. Donc voilà pour un peu l'introduction de Ayeyo et de ce que vous pouvez vraiment, disons, anticiper, attendre de cette plateforme. Là, en ce qui me concerne, je m'appelle Edel et Edel, c'est un nom en langue somali qui veut dire ce qui est complet, ce qui n'a pas besoin d'ajout, ce qui n'a pas besoin de, voilà, choses additionnelles, ce qui est complet. Et bien sûr, je suis une femme noire, très très fièrement, et d'origine africaine. Et je suis surtout une enfant de l'Est de l'Afrique. Donc, mes deux parents sont issus de l'Est de l'Afrique, de l'Éthiopie et de Djibouti. Moi-même, je suis née à Djibouti. Et je suis une enfant de la diaspora, c'est-à-dire que j'ai majoritairement dans ma vie de femme noire africaine, j'ai été tout ça en étant à l'extérieur du continent africain, tout en voyageant beaucoup, mais en évoluant à l'extérieur du continent et en évoluant aussi dans différents pays africains avec les années. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très important de parler de là où on a passé le plus de temps. Là où j'ai passé le plus de temps, foncièrement, c'est au sein de diaspora extérieure, diaspora africaine, extérieure au continent. Je pense, en tant que femme africaine, je suis très persuadée que les diasporas font partie de l'Afrique, c'est-à-dire que pour des raisons diverses, des personnes noires et africaines sont appelées à immigrer, et l'immigration, bon, pour moi, c'est vraiment ce que j'en pense, c'est que dans sa racine socioculturelle, sociopolitique, l'immigration est souvent forcée. La façon dont les pays africains ont été déstabilisés fait vraiment en sorte que on a donné cette impression que c'est un choix, une volonté bien ouverte et volontaire d'immigrer, mais je pense que dans la racine, voilà, la majorité des personnes noires et africaines ne seraient pas en majorité dans les diasporas si ça n'avait pas été de l'esclavage et de la colonisation. Dans mon cas précis, j'ai grandi dans une ville qu'on appelle de manière bien coloniale Montréal. Et j'ai grandi à Montréal et j'ai grandi aux côtés de communautés noires que je chéris beaucoup. Je dis souvent aux gens que je pense que la plus grande histoire d'amour que j'ai vécue, c'est avec les communautés noires à Montréal. Ce sont des communautés, pour le meilleur et pour le pire, que j'aime énormément et à qui j'ai donné beaucoup de temps et que je donne beaucoup de temps de façon générale, parce que je pense et je crois foncièrement que le travail en communauté est nécessaire pour qu'on puisse avancer, s'émanciper et renforcer toutes nos activités, peu importe les lignes d'activité. Donc, c'est un peu ça pour moi. Ce que je dirais, c'est que au fur et à mesure, avec les épisodes, vous allez apprendre bien sûr à me connaître, apprendre à connaître les invités qui seront bien, comment dire, dans le grand dialogue, parce que vraiment, je connais des femmes noires et ou africaines extraordinaires, et j'ai très hâte d'être en conversation avec elles sur la plateforme, sur le podcast Ayeyo. Donc, en ce qui concerne cet épisode spécifique intitulé Je suis sociologue, pas mannequin, ce que je vais prendre le temps de faire, c'est d'expliquer un peu mon cheminement
Et comment je suis devenue sociologue, comment la sociologie a fini par m'intéresser et qu'est-ce qui a forgé finalement mes compréhensions du monde. J'ai beaucoup d'opinions. J'ai beaucoup d'opinions sur différents sujets et c'est pas, comment dire, c'est pas un hasard. Ça vient de mon histoire vécue, ça vient de l'éducation que j'ai reçue, familiale, et de mon parcours de personne qui, dans un pays qu'on appelle le Canada, sera toujours comprise comme une personne immigrante parce que je ne suis pas née dans ce pays. J'ai un parcours très particulier. Et cet épisode, ce sera une petite fenêtre sur mon parcours, sur comment je suis tombée dans la sociologie, qui sont les gens qui ont beaucoup influencé ma pensée, mes pensées, qui sont les gens qui influencent les changements de ces réflexions pour moi, et quelles ont été les pressions sur ma personne en tant que femme noire et africaine dans ce parcours-là. Donc, je commencerai par vous dire que j'ai intitulé le premier épisode « Je suis sociologue, pas mannequin » pour une raison bien spécifique. Et on va commencer par là. On va commencer la conversation par là. Déjà, je dirais que parce que c'est un podcast et que les gens ne me voient pas, il y a pas de vidéo. Je vais relativement décrire la perception physique que les gens ont de moi lorsqu'ils me rencontrent et depuis que je suis très jeune. Donc déjà, je suis la seule fille de ma mère, ce qui est quand même c'est pas une virgule dans l'histoire. Je suis la seule fille de ma mère et être la seule fille dans une famille africaine, c'est quelque chose qui relève quand même de énormément de pression. Et je ferai un épisode, j'enregistrerai avec invité un épisode spécifiquement sur la spécificité d'être la seule fille au sein d'une fratrie. Et on a toujours projeté sur moi énormément de choses en rapport à mon physique. J'ai toujours été une personne relativement grande, relativement mince. Et depuis que je suis adolescente, on m'a toujours dit Edel, tu pourrais tellement faire du mannequinat, tu pourrais tellement être mannequin. Et moi, c'est quelque chose qui, comment dire, je me suis toujours posé la question à savoir... pour quelles raisons est-ce que les gens projetaient toujours cet idéal-là pour ma personne sur le plan professionnel, sur le plan juste de l'occupation, quoi. En grandissant, en étant adolescente, on me répétait ça souvent, surtout quand j'ai grandi, j'ai fini par, me développer, entre guillemets. Et c'est quelque chose qui a tellement influencé mon identité de jeune adolescente que inconsciemment, avant de tomber dans la sociologie, j'ai pensé pendant un moment que je voulais foncièrement être mannequin professionnel. Donc, et ça, c'est une histoire qui pour moi est tellement importante parce que pour moi, cette histoire-là, elle est enracinée dans l'influence sociale et culturelle et politique que les paroles des gens ont surtout les jeunes personnes. À l'époque, j'étais une adolescente et on n'arrêtait pas de me répéter ça, que je pouvais être mannequin. On m'a jamais posé la question si vraiment d'autres choses m'intéressaient, alors que il y a millions de choses qui m'intéressaient autres que le mannequinat. Donc, j'aimerais parler de cette histoire-là, de comment vraiment ça m'a forgée. Et au final, je vous épargne les détails de comment je me suis intéressée au mannequinat, vraiment de par, moi je dirais que c'est l'aliénation, mais de par les pressions et de par le fait qu'on me répétait ça constamment, j'ai fait du mannequinat en étant adolescente, avant de frapper la vingtaine. Et heureusement pour moi, dans mon cheminement d'adolescente, j'avais ma mère.
J'avais ma mère qui marchait à mes côtés et qui marche toujours à mes côtés, qui, comment dire, est venue questionner cette pression qui venait de l'extérieur de la maison, ces idées qui venaient de l'extérieur de la maison. Il y a ma mère qui est venue me faire comprendre que, au final, c'est pas ce qu'elle voulait pour moi. Bref, je vous raconte. Dans les influences, voilà, les gens qui me répétaient constamment Edel, tu devrais être mannequin. J'ai fait mon petit chemin d'adolescente qui s'est laissé influencer par ces idées-là et j'ai voulu être mannequin. J'ai participé à certains concours quand même assez énormes quand j'étais adolescente et ma mère, sans vouloir trop me froisser parce qu'elle voulait pas avoir l'air de la personne qui ne soutient pas mes ambitions et mes rêves, elle m'a quand même accompagnée vers, comment dire, vers l'avortement de ce projet de devenir mannequin. Et la petite histoire derrière ça, c'est que j'ai participé à un concours international. Voilà, il y avait une grosse compagnie que je ne nommerai pas qui cherchait des nouveaux visages pour voilà, une grosse agence de mannequins internationale. Et puis j'ai participé à ce concours et ma mère m'a accompagnée aux auditions et je suis allée très loin dans l'histoire de ces auditions-là. Et ma mère, durant tout ce processus, ne voulait pas me laisser tomber, ne voulait pas me faire comprendre qu'elle ne me soutenait pas, mais elle était vraiment foncièrement pas d'accord avec le plan de vie. Et moi, j'avançais doucement avec les influences qui n'étaient pas les miennes de, voilà, devenir mannequin. Et au final, si je raconte cette histoire et si cette histoire est tellement importante pour moi, c'est vraiment pour mettre l'emphase sur la pression sociale, en fait. Qu'est-ce que la pression sociale peut faire à un petit être humain, à une jeune fille noire adolescente, grande et mince, à qui on a répété constamment, tu devrais être mannequin, tu devrais être mannequin. Je n'ai jamais questionné si je voulais être mannequin ou pas. Mon cerveau en développement a reçu l'idée comme quelque chose qui devait être la vérité et j'ai cheminé. Donc, pour revenir au concours international, je participe à ce concours et puis ma mère m'accompagne dans une espèce de gros énorme hôtel à Laval où est-ce que plein de jeunes femmes adolescentes sont là, très nerveuses, anxieuses, elles veulent avoir le contrat et tout, et puis moi je suis là et puis il y a ma mère qui silencieusement prie dans sa tête que je sois disqualifiée et éliminée du processus et des auditions, mais malheureusement pour elle ça avance, voilà, je marche sur les podiums, je fais ce que j'ai à faire. Et je suis sélectionnée pour aller vraiment jusqu'au bout de la signature d'un contrat pour possiblement aller voilà, voyager à travers le monde et représenter des grandes marques en étant mannequin. On arrive à voilà, parler avec des gens, ma mère et moi, qui finissent par approcher ma mère parce que je suis mineure et je ne peux pas signer un certain contrat. Donc, il y a une dame qui échange avec ma mère. Je m'en rappellerai toujours dans cette espèce de gros hôtel bizarre à Laval, qui finit par avoir une conversation avec ma mère et qui lui explique votre fille, elle a beaucoup de potentiel, elle pourrait vraiment voilà, avoir des gros contrats à travers le monde. Et elle explique à ma mère, alors que vraiment j'étais une jeune femme, vraiment quand je dis, si je pouvais me décrire à l'âge de 16 ans, 17 ans, j'étais ce que les gens considèrent comme maigre. J'étais vraiment d'une très grande minceur et ma mère, on lui a dit votre fille vraiment a plein de potentiel, mais il faudrait qu'elle perde 5 à 7 kilos. Et donc,
durant ce moment très spécifique, ma mère, avec sa grande élégance et sa grande classe, sa grande classe africaine, a mis fin à la conversation et m'a demandé de me lever et de la suivre pour qu'on quitte. Et moi, durant ce moment-là, il faut déjà s'imaginer que mon rêve était là, il était là, j'allais devenir mannequin, et que ma mère était en train de tout bousiller, elle était en train de tout foirer. Et je regarde ma mère, je regarde la dame, je regarde ma mère, je regarde la dame, et je me dis, mais comment est-ce qu'on va me foirer mon rêve comme ça? Comment est-ce que ma mère va me faire ça? Et donc, bien sûr, ma mère, j'ai énormément de respect pour elle. Donc, j'ai 16-17 ans, je me lève et je quitte parce que elle a dit que c'était terminé. Donc, c'est terminé. Qui va blaguer avec une mère de l'Afrique de l'Est? Personne. Donc, je me lève, je quitte. Et arrivé dans le stationnement, j'ai vécu un moment avec ma mère qui a foncièrement forgé toutes mes décisions professionnelles et toutes mes décisions de vie de façon générale. Ma mère m'a regardée dans les yeux et elle m'a dit, Edel, c'est pas tout qui est pour toi. C'est pas tout qui est pour toi. Et ça, ce n'est pas pour toi parce que quand les gens te demandent de changer la nature de ta personne, de qui tu es, tu sais que tu n'es pas dans un bon endroit. Et là, la dame là de cette agence de mannequins international, elle veut que tu changes la nature de qui tu es. Et donc, à l'âge de 16-17 ans, très rapidement, avec le soutien de ma mère, bien sûr, j'ai compris, en fait, de quoi relevait finalement le milieu et le monde assez horrible du mannequinat, je dois dire, à part certaines agences bien particulières qui sont un petit peu plus ouvertes en rapport à la diversité des corps qui existent. Cette agence était horrible et voulait vraiment le même type de jeunes femmes et voulait que moi-même je me rende malade pour pouvoir devenir mannequin. Et j'en ris parce que tout simplement c'était une expérience extrêmement étrange. Et si j'arrive à en rire aujourd'hui, c'est parce que ma mère était là pour protéger ma personne, mon corps, mon identité et ma vie de femme, en fait, mes perspectives de vie de femme, la compréhension de ma personne. Et voilà. Et c'est une histoire, en fait, que j'aime raconter et que je raconte très souvent parce que les gens me demandent souvent comment est-ce que j'ai fini dans la sociologie. Et la vérité, c'est que j'ai fini dans la sociologie en grande partie grâce à ma mère. Ma mère est une tête pensante. C'est une personne qui a beaucoup influencé ma vie professionnelle et mon activité professionnelle. Et juste à travers cette histoire liée au mannequinat, liée à l'influence et la pression qu'on met sur les jeunes filles, surtout à l'adolescence, c'est vraiment elle, ma mère, qui a protégé, vraiment foncièrement protégé mon avenir professionnel, en fait. Parce que moi, en tant qu'adolescente, Dieu sait que je ne voulais pas être mannequin. Ça ne m'intéressait même pas. Mais la pression sociale a fait en sorte que c'est quelque chose qui est devenu d'un grand intérêt, vraiment un gros intérêt pour moi. Et heureusement qu'en tant que très jeune personne, j'ai été accompagnée. Et donc, bon, je vous explique pas la suite. Bien sûr, je suis jamais devenue mannequin. Aujourd'hui, je suis sociologue de formation. Je m'intéresse à énormément d'enjeux sociopolitiques, socioculturels. Je m'intéresse aux conditions des femmes de façon générale, surtout aux conditions des femmes noires partout dans le monde. Mais je dois dire, si ma mère n'avait pas été là pour protéger mon intellect, pour me stimuler et me faire comprendre que tu fais ce que tu veux, pas ce que les gens veulent que tu fasses, foncièrement, bon, déjà, je serais devenue mannequin, mais j'aurais été tellement piètre mannequin, j'aurais été horrible,
horrible mannequin. Donc voilà, c'est une histoire qui pour moi est tellement importante, puis est tellement, comment je décrirais ça, très parlante pour le comment j'ai fini dans la sociologie. J'ai fini dans la sociologie que j'adore. Pour les gens qui ne connaissent pas trop la sociologie, mais la sociologie, c'est vraiment, c'est une science sociale qui s'intéresse aux liens sociaux, aux relations sociales, aux politiques. La sociologie analyse la politique, mais ce n'est pas forcément la politique, la sociologie. En fait, ce n'est pas du tout la politique, mais c'est quand même, la sociologie est intrinsèquement liée à tout ce qui est politique, culturel, économique. Et dans le cadre de l'histoire que je viens de vous raconter, liée au mannequinat, liée à mon adolescence, la relation avec ma mère, l'influence de ma mère, l'influence de la société de façon générale sur l'intellect d'une jeune femme qui se construit, la sociologie, c'est directement lié à tout ça. Et donc, ce que vous allez sentir dans le podcast Ayeyo, c'est que je vais beaucoup vous parler de sociologie, de comment le social influence nos comportements, comment le social et le culturel discriminent, disqualifient, stigmatisent. Vous allez beaucoup entendre parler de la sociologie de façon directe, de façon indirecte, et bien sûr, on va parler de race, on va parler de racisme, on va parler de sexisme, on va parler de tous ces stéréotypes qui font en sorte que la vie et le quotidien de certaines personnes est affecté, et surtout, par-dessus tout, on va parler de comment on enjambe tout ça. Parce que l'histoire, par exemple, que je viens de raconter avec ma mère et tout, oui, ce sont les stéréotypes de comment est-ce que une jeune fille noire, mince et grande, se fait mettre dans une boîte bien rigide où est-ce que les gens s'attendent à une chose et une chose seulement. Pour un homme noir, par exemple, qui est grand, je suis sûre qu'on lui dit très souvent est-ce que tu joues au basket? Et toutes ces boîtes-là, qui sont très réelles, forgent. Et moi, je sais que si ça n'avait pas été de ma mère ou de mes deux grands-mères, mes ayeyo, comme on dit en langue somali, j'aurais juste été quelque part, peut-être, piètre mannequin. Donc, je suis très reconnaissante qu'on m'ait protégée, que des femmes aient protégé ma paix et mon intégrité et ma dignité. J'en suis très reconnaissante. Et c'est de ça, sur la plateforme Ayeyo, on va parler de comment on enjambe. Comment est-ce que dans le quotidien de la vie, on arrive à faire la différence entre ce qui est imposé et ce qu'on veut vraiment. Donc, c'est un peu ça l'intention à travers les conversations, à travers ce qu'on appelle en anglais le storytelling. On va parler des conséquences de la stigmatisation, des conséquences des idées préconçues. On va parler des femmes bien sûr avec des femmes en affaires. Moi, j'ai beaucoup de femmes noires, femmes d'origine caribéenne, africaine, dans le milieu des affaires autour de moi, et c'est toujours super fascinant et super instructif de les écouter. On va parler des relations mère-fille, on va parler de sexualité, de qu'est-ce que ça veut dire, la sexualité ou les sexualités de façon générale pour les femmes noires surtout. Moi, je m'intéresse énormément à tout ce qui touche les mères noires monoparentales. C'est un groupe qui a énormément, qui a toute mon attention, parce que j'ai été élevée moi-même par une femme noire monoparentale, et donc on va beaucoup parler de ça. Sur le podcast des mères noires monoparentales, des réalités qui sont rattachées à ça. Et bien sûr, on va parler de féminisme, d'afroféminisme et de ce que le féminisme veut dire pour moi.
pour les femmes autour de moi et sur le plan politique aussi. Qu'est-ce que le féminisme? Parce que en tant qu'Africaine, on sait. je veux pas parler au nom de toutes, mais on sait que les mouvements féministes généraux, très blancs, viennent bouffer ou sinon vraiment faire beaucoup de mal aux conditions de vie quotidiennes de d'autres femmes, en fait. On sait que les mouvements féministes portés par des femmes blanches sont pas forcément très avantageux aux femmes noires. Et donc, bien sûr, on va utiliser la plateforme pour diversifier les perspectives parce que voilà, c'est un très grand besoin de diversifier les perspectives. Pour avoir passé énormément de temps dans des réseaux féministes variés, je peux dire que toutes les perspectives de femmes féministes ne se valent pas et que certaines auraient vraiment avantage à être, certaines perspectives auraient vraiment avantage à être mises de l'avant simplement par souci de cohérence. On va parler aussi de maternité et de désir ou non d'enfant. Pour ma part, moi je dis très fièrement que je n'ai pas d'enfant et je n'ai pas d'enfant par choix, non pas parce que je n'en veux pas, je dois des explications à absolument personne, mais simplement parce que je pense que c'est un choix. C'est un choix et c'est un choix qui socialement, je dois le dire, me coûte. Il va y avoir un épisode sur ce que ça veut dire d'être une femme noire dans la trentaine qui a décidé de ne pas avoir d'enfant et ou du moins je devrais rectifier. C'est pas que je n'en veux pas, c'est que je n'en ai pas et je ne veux pas en avoir dans un certain contexte. Donc j'en ai pas. Et ça vient avec ses conséquences. Ça vient avec son lot de conséquences, la perception des femmes noires qui n'ont pas d'enfants. Ça, je pourrais en parler très longuement et il va y avoir un épisode sur ce que ça veut dire d'être une femme noire qui n'a pas d'enfants, à quel point on pense que voilà, les femmes noires qui n'ont pas d'enfants ont du temps. Elles ont du temps et elles devraient soutenir tout et n'importe quoi parce qu'elles ont du temps, ce qui est faux. Donc on va en parler. Je vais inviter vraiment des femmes noires de tous les profils pour venir discuter sur Ayeyo. J'espère que vous serez à l'écoute. J'espère que vous apprécierez. J'espère que surtout que vous allez soutenir. Ayeyo est financé par personne d'autre que ma personne et les communautés qui soutiennent la plateforme. Il y a une campagne de sociofinancement qui va être attachée à Ayeyo. Je vais vous guider à travers les réseaux sociaux, question que vous puissiez financièrement soutenir la plateforme si vous le souhaitez. C'est une plateforme qui sera vraiment riche en échanges, riche en perspectives. Et tout ça, c'est beaucoup de travail. Il faut le dire, lorsqu'on enregistre un podcast, lorsqu'on monte un podcast, la production, les réflexions intellectuelles, les technologies, la location d'espace, la mobilisation des gens qui vont venir pour discuter, tout ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup d'efforts. Et ça mérite d'être soutenu. Et donc, je vais vous guider dans comment vous allez pouvoir soutenir la plateforme financièrement. J'espère que vous allez le faire très généreusement. Donc voilà, pour l'instant, je vous dirais simplement que je suis extrêmement heureuse d'avoir lancé la plateforme et de voyager dans cette aventure avec mes communautés. Si c'était pas clair, le podcast, bien sûr, il parle à tout le monde, mais il parle surtout aux femmes noires. Surtout aux femmes noires et ou africaines. Donc, bien sûr, tout le monde est invité à écouter et à être très respectueux sur les réseaux sociaux. Ou sinon, vous savez ce qui va se passer. Il y a un bouton qui s'appelle bloquer.
Mais vraiment, la plateforme, c'est une plateforme qui, je le souhaite, sera un espace de douceur et de compréhension et de richesse en perspective, où surtout les femmes noires et ou africaines vont se sentir à l'aise dans l'écoute et dans l'échange. Donc, je tire bientôt ma révérence pour ce premier épisode. Je pense que c'est déjà beaucoup partagé. J'espère vraiment que vous apprécierez parce que c'est un podcast qui, je le souhaite dans l'ensemble, va apporter beaucoup de bien-être aux gens qui vont l'écouter. Et voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse surtout à travers ce podcast, c'est d'avoir votre rétroaction, d'avoir votre feedback en rapport à comment vous appréciez et à comment on peut naviguer autrement et mieux à travers la gestion de ce podcast. C'est un podcast que j'ai créé, oui, pour moi, mais surtout pour nos communautés. Donc, j'espère que vous serez vraiment très généreux en rapport à la rétroaction. Je serai très ouverte à recevoir tout ça. Donc, je vous remercie pour l'écoute et vraiment, ça va être une aventure, hein. Rien de parfait, ça va être une aventure et puis ensemble, on va apprendre. C'est l'objectif. Donc, un grand merci pour l'écoute et je vous dis, voilà, au prochain épisode.